Un homme, seul contre tous, enfermé dans un lieu isolé de l'extérieur, avec toute une armée d'ennemis mortels organisés qui se sont retranchés à l'intérieur, tous commandés par un leader charismatique et hautement intelligent. Un compte à rebours qui démarre sans lui laisser le moindre temps de préparation. Une course contre la montre avec plusieurs vies humaines qui sont en jeu. Le héros, livré à lui-même, ne peut compter sur rien d'autre que son ingéniosité et ses capacités d'improvisation pour tenter de renverser la situation. Le jeu est lancé. La confrontation psychologique entre le protagoniste et l'antagoniste peut maintenant commencer. Tous les fans de cinéma d'action américain connaissent cette intrigue par cœur, parce qu'on la retrouve dans tout un tas de classiques, des 80s et des 90s. Cliffhanger, Under Siege, Speed, Sudden Death, Executive Decision, Air Force One ou même The Rock. Mais tous ces films cultes à la base ont puisé leur inspiration principalement dans une source, Piège de cristal, ou plutôt Die Hard pour les puristes comme moi. L'un des chefs-d'œuvre de cinéma les plus cités, parodiés, réadaptés génération après génération, et qui continue d'influencer la pop culture jusqu'à aujourd'hui. Ce fameux concept du héros solitaire confronté à une force supérieure sans y être préparé. Ça ouvre un nombre de possibilités qui est virtuellement illimité. La preuve, c'est qu'on peut avoir le même scénario dans un stade de foot, une île de pirates, un méga gratte-ciel de 225 étages, un manoir familial, un chalet en pleine forêt, une plateforme militaire offshore, encore un gratte-ciel, mais cette fois à Londres, un hôtel fortifié d'Afrique du Sud, et enfin, allez, pourquoi pas, une tour médiévale. Spoiler alerte, aucun de ces 9 exemples que je m'apprête à vous montrer n'arrive à la cheville de l'original, même si quelques-uns s'en rapprochent peut-être un petit peu plus que les autres. Et vous allez voir exactement pourquoi dans quelques secondes. D'abord, le premier point de comparaison, qui fait de Die Hard un chef-d'œuvre supérieur à tous les autres, c'est le décor. Die Hard a été presque entièrement filmé au sommet d'un vrai bâtiment qui existe à Los Angeles et qui s'appelle le Fox Plaza, renommé le Nakatomi Plaza pour l'univers fictif du film. Une tour de 150 mètres avec 34 étages flambant neufs qui venait tout juste d'être ouvert au public en 87. Tout ce qui se passe dans le film se déroule entre seulement 5 niveaux. Le 30e étage, qui est la salle de réception où se passe la fête de Noël, point de départ de la prise d'otage. L'étage numéro 31, la mezzanine, juste au-dessus de la salle de réception, là où se trouve le coffre-fort visé par l'antagoniste. Le 32e, l'étage en construction, qui était réellement inachevé, encore à l'époque, au moment du tournage, donc tout le matériel qu'on voit par terre là, c'était authentique. Le 33e, la salle des ordinateurs. Le 34e, la salle de conférence avec tous les bureaux de réunion et les maquettes. Et enfin, le 35e et dernier étage, qui donne accès au toit. Contrairement au groupe des antagonistes, qui peuvent naviguer librement entre tous les niveaux grâce à l'ascenseur, puisque c'est eux qui possèdent non seulement l'avantage du nombre, mais aussi la puissance de feu. Le protagoniste principal, qui n'a pas ce luxe, est obligé de ruser. Pour lui, l'ascenseur n'est pas une option, sauf s'il l'utilise de façon non conventionnelle. Et du coup, son mode de déplacement est limité soit à la cage d'escalier, soit au conduit d'aération, ou alors carrément les vitres extérieures. L'environnement devient donc un véritable terrain de jeu stratégique pour John McClane comme pour les antagonistes du film. Et ça donne au spectateur un sentiment d'immersion totale. On explore la topographie interne de l'immeuble en même temps que John McClane à travers ses yeux. On le voit mémoriser la fonction de chaque étage. Les ordinateurs, 32e étage en travaux, 33e étage les ordinateurs. Il marque sur son bras le nombre d'adversaires en identifiant chacun de leurs noms, l'un après l'autre. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Karl et Franco vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. Il profite de n'importe quelle opportunité pour éliminer ses ennemis un par un, sans oublier de collecter leur équipement. Et c'est grâce à tous ces petits mouvements stratégiques qu'il arrive à faire pencher la balance petit à petit de son côté. En gros, l'aventure de John McClane nous procure le même sentiment que lorsqu'on démarre un jeu de société, avec un handicap par rapport aux autres joueurs, sans avoir compris toutes les règles dès le début. Mais au fur et à mesure que la partie avance, et qu'on arrive à comprendre toutes les subtilités, toutes les règles du jeu une par une, on finit rapidement par prendre l'avantage, et contre toute attente, on réussit même à remporter la victoire. Quoi de plus satisfaisant ? C'est pour ça que dans le cinéma d'action, le décor et l'environnement sont hyper importants. Surtout la façon dont on les exploite. Mais il suffit de faire un petit bond de 30 ans dans le futur pour voir que ce critère continue à peu près d'être respecté, mais il n'est plus aussi bien développé.
Final Score, sorti en 2018, avec l'ancien catcheur Dave Bautista, dans le rôle principal, possède les mêmes codes narratifs que Die Hard, mais dans un autre type de décor, un stade de foot londonien. Ici aussi, toute l'intrigue se déroule dans un lieu confiné, pendant un match décisif avec des dizaines de milliers de spectateurs, inconscients de ce qui se trame autour d'eux, et piégés à l'intérieur, par des explosifs posés par des terroristes à toutes les entrées. Les antagonistes et leur leader charismatique cherchent à localiser un ancien révolutionnaire caché parmi le public. Bautista va devoir tout faire pour retrouver leur cible avant eux, naviguer à travers les tribunes, gravir les escaliers à moto, accélérer le long des couloirs techniques, les toits et les structures internes du stade pour pouvoir déjouer les plans ennemis avant la fin du match. Car si jamais il échoue, les assaillants déclencheront une énorme explosion qui détruira la moitié du stade, avec sa nièce à l'intérieur. Tout comme John McClane, Bautista est jeté dans le feu de l'action sans aucune préparation et doit donc utiliser le terrain comme une arme, en improvisant avec tout ce qu'il trouve, pour réussir à éliminer tous les adversaires un par un et retourner leur propre plan contre eux. Franchement, parmi tous les clones de Die Hard, Final Score est l'un des rares que je pourrais vous recommander. Si vous voulez passer une petite soirée tranquille devant un petit film d'action popcorn, simple, sans trop avoir à réfléchir. Mais dès qu'on analyse le film de façon un petit peu plus sérieuse, on commence à remarquer quelques petits problèmes. Dave Bautista qui fait du motocross freestyle sur le toit au-dessus des gradins, puis qui tombe en s'accrochant à une banderole pour se balancer comme Tarzan jusqu'à l'un des écrans. Les combats à mort et les duels d'arts martiaux où Bautista se fait poignarder en face des spectateurs. Et tout le monde reste concentré sur le match. Pas un seul mec de la sécurité qui intervient. À aucun moment les mecs décident d'interrompre le jeu, même quand une fusillade éclate sur le toit entre les terroristes et un hélicoptère de police, bien visible, qui survole le stade. Au bout d'un moment, ce manque de réaction devient tellement absurde que ça en devient même drôle. Voilà comment de vrais êtres humains se comportent. Et c'est dommage que Final Score n'ait pas mieux exploité cet aspect. À ce stade, les supporters des gradins ne sont même pas traités comme des êtres humains réalistes, capables de réagir à ce qui se passe clairement devant eux, mais plutôt comme une sorte de décor inanimé. Un autre Die Hard des temps modernes, sorti en 2023 sur Netflix, c'est Plane, avec Gerard Butler dans le rôle principal, où il joue un pilote de talent qui réussit un atterrissage forcé en pleine jungle philippine, après une violente tempête, mais doit ensuite faire face à une bande de rebelles lourdement armés qui prennent en otage son équipage ainsi que les passagers. Pour pouvoir les sauver, le personnage de Gerard Butler est obligé de s'allier avec un détenu, qui était en pleine extradition à bord de son avion. Et ensemble, ils vont devoir se frayer un chemin à travers l'île pour retrouver la trace des rebelles avant qu'ils ne décident d'expédier les otages hors de l'île comme marchandises de trafic humain. Ou pire. Une jungle hostile, des soldats armés jusqu'aux dents, deux protagonistes qui doivent mettre de côté leurs différends pour apprendre à travailler ensemble. La prémisse de Plane contient tous les bons ingrédients pour faire du spectacle. On a déjà vu tout ça auparavant, sauf que le problème n'est pas dans le concept en lui-même, mais plutôt dans son exécution. Ici, dès le début, on nous montre un village occupé par les rebelles, qui ont mis tous les habitants sous leur coupe. Et pourtant, nos deux protagonistes réussissent quand même à naviguer librement à travers la forêt. Ils réussissent ensuite à infiltrer le village, en marchant juste très lentement. Et ils arrivent à libérer les otages sans se faire repérer par un seul villageois. Festoche. À ce moment-là, on a même l'impression que le village s'est vidé entièrement, comme par hasard. Encore une fois, on a là le parfait exemple d'un film qui exploite peu ou pas assez son décor. Et au final, quand le héros décide de se sacrifier pour faire diversion, il se fait secourir in extremis par un Deus Ex Machina.
qui est assez anticlimatique. Le troisième exemple que je peux donner, pour en finir avec cet argument du décor, c'est le film Skyscraper, sorti en 2018, un clone de Die Hard complètement assumé. Pour résumer le scénario, il n'y a pas grand chose d'original à raconter. En gros, vous remplacez juste McClane par The Rock, au lieu de seulement sa femme, il doit aussi secourir ses 2 enfants avec, et au lieu d'une Nakatomi Plaza de 35 étages, filmée en prise de vue réelle, avec toute l'intrigue concentrée sur 5 étages, qui sont bien explorés visuellement de façon claire, là on a un méga gratte-ciel futuriste de 225 étages. Entièrement fictif, généré en images de synthèse et équipé de fonctions technologiques totalement inutiles et absurdes. Comme par exemple, un mécanisme qui sert à déverrouiller une porte et qui a été placé non pas à l'intérieur du bâtiment, comme n'importe quel système normal installé par des humains normaux, mais à l'extérieur de l'immeuble, le long de la façade. Sur une plateforme minuscule. Et comme si ça suffisait pas, il y a un hachoir circulaire qui tourne autour. Au moins, on pourra pas reprocher au film de se prendre au sérieux. La priorité de chaque scène, c'est d'en mettre plein la vue d'abord, et avant tout le reste. Les sauts impossibles filmés au ralenti avec une grande perspective verticale, le numéro de funambule sur une planche en bois toute fine, avec la caméra orientée en plongée vertigineuse. La structure géante en forme de sphère au sommet du gratte-ciel qui n'a aucune utilité, à part pendant la confrontation finale, pour bien donner mal à la tête aux spectateurs qui ont payé pour la séance avec les lunettes 3D. Ce film investit tout ce qu'il a dans un spectacle visuel complètement artificiel, et donc superficiel, alors que Die Hard mise plutôt sur l'authenticité. Les effets 3D générés automatiquement par ordinateur ne suffisent pas à faire ressentir au spectateur une expérience réellement immersive. Ce qui captive vraiment une audience, avant tout, c'est la puissance et la force de caractère de l'un ou plusieurs de ces personnages. Et justement, le deuxième point de comparaison qui place Die Hard au-dessus de tous les autres, c'est évidemment son vilain, Hans Gruber. Je vais compter jusqu'à 3. 1. 2. Moi je ne sais rien, vous allez devoir me tuer. D'accord. Un méchant de film d'action qui casse complètement les codes du genre, puisqu'il est plus intellectuel que physique. Calculateur, stratège, il bluffe pour essayer d'extirper le maximum de détails sur l'identité de son adversaire, qui le nargue à travers la radio. Je suppose que vous êtes notre mystérieux invité surprise. Je vous trouve bien gênant. Pour un gardien de la sécurité. Désolé Hans, vous avez perdu, il y a erreur sur la personne. Et quand il se fait surprendre par McClane, Salut mec. qui n'a encore jamais vu son visage, il improvise carrément un accent américain. Et arrive à se faire passer pour l'un des otages. I'm John McClane. You're, Clay. Bill Clay. time for the real thing, Bill. Put down the gun. And give me my detonators. Il se fait même passer pour un terroriste politique pour détourner la police et le FBI de sa véritable motivation. Lorsque nos frères et sœurs révolutionnaires auront été libérés, nous vous transmettrons d'autres instructions. Vous avez 2 heures pour obéir. Monsieur Gruber, c'est de la folie, je n'ai pas l'autorité nécessaire, je ne sais pas, et d'ailleurs 2 heures ne suffiraient... Allô? Tu crois qu'ils vont essayer de le faire? On s'en fout. Et tout ça en restant attentif aux informations émises publiquement par les médias, sans scrupules, qui finissent par lui fournir la dernière pièce maîtresse de son plan. Madame McClane, très heureux de faire votre connaissance. Exactement ce qu'il attendait. Rien que ces quelques petits exemples suffisent à faire de Hans Gruber le parfait partenaire de jeu pour le protagoniste. Et par extension, le spectateur aussi, du coup, puisqu'on joue à travers lui. Malheureusement, on ne retrouve pas cette même qualité de caractérisation dans les autres clones de Die Hard, comme par exemple celui-ci. T'as 300 millions de dollars dans ton coffre-fort. Voilà, c'est ça que je veux pour Noël. Violent Night. Dans celui-là, vous remplacez juste John McClane par le Père Noël. Le Père Noël en version fucked up. Alcoolique, dépressif et qui porte sur ses épaules un lourd passé d'ancien viking.
endurci par des siècles et des siècles de batailles et de massacres. Franchement, le film en vaut carrément la peine rien que pour cette séquence. Il est le premier protagoniste de ma liste à posséder littéralement des super pouvoirs. Maniement de marteau avec une force surhumaine, endurance surnaturelle, sucre d'orge, poignard, patin à neige shuriken, téléportation de cheminée, sac de cadeaux surprise sans fond qui fournit des armes en quantité illimitée, boule de neige magique, résurrection. Il peut tout faire. Mais c'est justement parce que le protagoniste principal est aussi extraordinaire que l'antagoniste en face de lui paraît assez insipide en comparaison. Il a le même but que Hans Gruber. Forcer un coffre-fort localisé dans le bâtiment pour voler des millions de dollars cachés à l'intérieur. Le problème c'est qu'au lieu de se prendre au jeu jusqu'au bout, en faisant de l'antagoniste principal une vraie menace sérieuse, capable de prendre des décisions intelligentes, le film décide juste d'en faire un vulgaire méchant de cartoon. On voit dès le début qu'il a accès à la salle des caméras, qui est un énorme atout stratégique. Mais il n'assigne aucun garde à la surveillance des moniteurs, alors qu'il a toute une armée de subordonnés à sa disposition. Du coup, le héros est libre de se balader, tranquille, partout où il veut, d'un étage à un autre, en éliminant au passage, un par un, tous les méchants de cartoon, qui n'appellent jamais de renfort avec leur radio. C'est dommage parce que, franchement, avec un protagoniste aussi cheaté, il n'y avait pas besoin d'abrutir les vilains à ce point-là. Puisque du coup, il est où le défi ? Mais bon, le film reste quand même super fun, donc si jamais vous voulez vous détendre le cerveau... Faut que je vois ça. L'exemple suivant a exactement le même défaut, mais en beaucoup moins fun. Le film s'appelle Becky. L'héroïne s'appelle Becky, une gamine de 13 ans qui voit son père se faire assassiner devant ses yeux. Du coup, elle décide de massacrer tous les responsables. L'antagoniste principal du film est un évadé de prison néo-nazi. Voilà, ça va vraiment pas plus loin que ça. Mais le gros problème, c'est que son objectif n'est pas expliqué du tout. Il cherche juste à retrouver une clé. Je cherche une clé. Vous l'avez vue ? Mais à quoi sert cette clé et qu'est-ce qu'elle ouvre exactement ? Aucune idée. Je veux dire, le personnage de Hans Gruber, en comparaison, même en étant beaucoup plus complexe, tordu et calculateur, son but final reste au moins simple, basique et facilement compréhensible. L'argent. Vous n'êtes rien d'autre qu'un petit voleur minable. Un voleur exceptionnel, Madame McClane. Je vous conseille d'être plus poli. Becky, par contre, laisse un gros vide derrière cette histoire de clé. Mais pour que le mystère fonctionne, il faudrait que le spectateur soit suffisamment intrigué par l'antagoniste. Sa force de caractère, son charisme. Sauf que là... Je ne veux pas que tu la tues. C'est presque fini maintenant. Regarde, j'ai déjà la clé, elle est juste là. Le méchant est mou, stupide, prévisible, dépourvu de la moindre autorité, et tellement monodimensionnel qu'on a juste envie de l'oublier et passer à autre chose. Bref, moins le méchant est convaincant, moins le film est réussi. Et comme dernier exemple, je pourrais aussi donner le film Interceptor. Sorti sur Netflix en 2022. Dans celui-là, toute l'action se passe sur une plateforme militaire isolée en pleine mer. John McClane est remplacé par une capitaine de l'armée américaine, et les méchants sont un groupe de terroristes qui détournent des missiles nucléaires pour rayer les États-Unis de la carte. Et tout ça pour des raisons soi-disant idéologiques. Le seul moyen de sauver notre nation et la promesse qu'elle a tenue autrefois, c'est de l'éradiquer, de repartir à zéro. Peut-être que là, quand on se regardera tous dans le blanc des yeux, au milieu des décombres, nous prendrons la décision de bâtir ensemble une belle et grande Amérique. Mais sauf que plus tard dans le film, on apprend qu'en fait, ils font ça pour l'argent. Et avec mes 10 millions, je vais m'en donner à cœur joie. Du fric ? C'est pour ça que tu nous trahis ? Tu crois quoi ? C'est le fondement de l'Amérique. Et avec mes 10 millions, je vais m'en donner à cœur joie. Des millions de dollars, ok, mais sauf que si vous atomisez l'entièreté du pays des États-Unis, ce sera quoi la valeur du dollar après ça ? Et en plus des motivations qui n'ont aucun sens, le méchant principal n'inspire juste pas du tout le respect. Je détruis un système qui a cherché à te détruire, pour que plus aucune femme ne subisse ce que t'as subi. Combien t'empoches ? Tu fais quoi là ? Qui est-ce qui te paye ? Arrête de scotcher cette vitre. Tu veux bien arrêter avec ça, s'il te plaît ? Pour moi. Mais tu vas le lâcher, ce putain de gaffeur, Gigi ? Je te sers mal.
te trancher les doigts et devoir me supplier de te tuer. Connard. L'héroïne elle-même ne le prend pas au sérieux. Et si même la protagoniste principale ne voit pas l'antagoniste principal comme une menace sérieuse, alors comment est-ce que nous, en tant que spectateurs, on peut être convaincus? Si le caporal Baker n'avait pas été blessé, on n'en serait pas là. Si vous comptez me tuer, tuez-moi. Pas de mansplaining. C'est pour ça que j'aime Hans Gruber. Dès l'instant où il réussit à mettre la main sur John McClane, au lieu de perdre du temps à monologuer, il essaye directement de l'exécuter. Surprise. C'est pas de chance, ça. J'ai oublié de mettre des balles dedans. Et c'est à ce moment-là que notre héros retourne la situation, même si le moment est de courte durée. Voilà pourquoi c'est fun d'avoir un bon partenaire de jeu qui représente un vrai défi. Après, bien sûr, aucune histoire ne pourrait être complète sans celui ou celle que le public encourage tout au long du film, le protagoniste. John McClane. Je suis un flic de la police de New York. New York? Et paradoxalement, c'est sûrement l'aspect le moins bien compris de Die Hard. La grande majorité de toutes ces imitations continuent encore et encore de s'imaginer des protagonistes super puissants et hyper expérimentés qui possèdent tous une force secrète cachée sous une forme ou une autre. Comme par exemple The Cleaner, où l'héroïne, soi-disant laveuse de carreaux, est en fait une véritable machine de guerre déguisée en civil avec un lourd passé paramilitaire ultra confidentiel qui fait d'elle une experte en combat rapproché et en infiltration, bien sûr. G20. Madame la Présidente, situation de crise. Avec la présidente des États-Unis, jouée par Viola Davis. Qui a en fait été formée dans les forces spéciales. Et donc forcément, elle peut désarmer des commandos, neutraliser à elle toute seule une équipe entière de terroristes qui font 2 fois sa taille. Cool. Maman, attention! Yes, Queen! Et enfin, cerise sur le gâteau, The Princess. J'adore les filles en dentelle. Avec cette fois une princesse médiévale enfermée dans une tour parce qu'elle a refusé de se marier avec le méchant prince toxique. Mais évidemment, c'est en fait une combattante martiale surentraînée qui a déjà atteint le niveau de maître ninja. On commence à remarquer un certain pattern. Pourtant, comparé à toutes ces super-héroïnes badass et supra-expérimentées, John McClane à côté, regardez-le, il a pas du tout la gueule de l'emploi. Vieux, début de calvitie, le corps en sueur, le torse poilu, le débardeur sale, il est pieds nus pendant presque tout le film. Il est pas faible non plus, mais il a un physique commun. C'est monsieur tout le monde quoi. Pas de super pouvoir, pas de passé militaire ultra secret. C'est juste un flic de New York qui vient de débarquer à Los Angeles. Mais quand les choses tournent mal, il fait un choix. Le choix que tout le monde n'aurait pas forcément eu les couilles de faire s'ils avaient été dans la même position que lui. Il décide d'accomplir son devoir, tout simplement. C'est facile de prendre cette décision quand on a des super pouvoirs, ou quand on est protégé par la magie du plot armor, ou des cascadeurs bodybuildés qui se laissent faire quand on les attaque. Mais prendre un tel niveau de risque, alors qu'on est juste monsieur tout le monde, ça demande du courage. Et c'est justement ça le vrai secret, derrière la popularité de John McClane. Le film n'a pas peur de nous montrer ses vulnérabilités. Dès les premières secondes, on voit qu'il a peur de l'avion. Vous êtes pas heureux en avion. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il a du mal à mettre sa fierté et son ego de côté, surtout pendant ses querelles avec sa femme. Parce que tu sais l'idée que je me fais de notre mariage, ma chère Parfaitement, je le Holly. sais. Et on nous montre qu'il s'en veut à lui-même pour ça. On le voit faire des erreurs, on le voit saigner, et plus le temps avance, plus il est affaibli psychologiquement. John, t'es toujours avec nous? Si j'avais le droit de choisir, je préférerais être ailleurs. Et c'est tout ça qui nous permet de connecter avec lui. Ce qui est intéressant avec les personnages de fiction, c'est qu'on se reconnaît plus rapidement et plus facilement dans leurs défauts que leurs qualités. Parce que ce sont justement les défauts qui nous rendent tous humains. Même vers la fin du film, quand la situation devient de plus en plus désespérée, McClane montre encore plus de vulnérabilité quand il transmet le message d'excuse à sa femme. Oh, Powell, t'as une minute? Je suis là, John. Tâche de trouver ma femme, je sais pas comment tu te débrouilleras. Tu lui diras de ma part. Dis-lui que j'ai mis du temps à comprendre que j'ai été un imbécile. Jamais je ne lui ai demandé pardon. Et c'est ça que je veux que tu lui dises. Je veux que tu lui dises que John a dit qu'il lui demande pardon. D'accord?
Et c'est comme ça qu'on conclut un arc narratif. Le héros, imparfait au début, à force d'être confronté à l'adversité qui l'expose à ses propres faiblesses, finit par apprendre une leçon. Et après avoir compris cette leçon, il change, se surpasse et réussit finalement à embrasser sa propre faiblesse pour la transformer en force. Voilà tout simplement pourquoi Die Hard est juste à des années-lumière de tous ces clones modernes, qui essayent toujours de copier ou d'imiter en surface, mais qui ne s'interrogent jamais sur qu'est-ce qui rend le film original aussi humain. La connexion humaine et authentique. Voilà ce qui différenciera toujours un chef-d'œuvre culte d'une vulgaire petite copie.